Ok, en présentation Covid-19 et ventilation à destination des adhérents du système, je me présente Michaëlle Bouilly, intervenante en prévention des risques professionnels chimiste. Je suis accompagnée de mes collègues Monsieur Grégory Jeanne, infirmier en santé au travail, Monsieur Pierre Juskevitch, intervenant en prévention des risques professionnels spécialisé en chimie. Vous trouverez à la fin de cette présentation une adresse mail où nous posez vos questions auxquelles nous tâcherons d'y répondre. Tout d'abord, nous allons poser un petit peu le contexte de cette intervention. Sistel, en tant que service de santé au travail, souhaite faire le point afin de mieux connaître les bons usages en termes de ventilation et de risque de contamination au SARS-CoV-2. Pour apporter des éléments de réponse aux questions qui nous sont remontées par nos différentes équipes santé-travail et ainsi nous permettre de répondre au mieux à cette problématique ainsi que la problématique canicule et forte chaleur. Ces informations sont élaborées sur la base des connaissances disponibles à ce jour. Elles peuvent donc évoluer en fonction des différentes connaissances, données épidémiologiques, mais surtout nouvelles recommandations. Nous allons donc démarrer par le plan de la présentation. Donc, tout d'abord, nous aborderons le SARS-CoV-2 ainsi que les vecteurs de contamination, la filtration, la ventilation, les dispositifs d'épurateurs d'air, les recommandations pratiques et SARS-CoV-2 et canicule. Le SARS-CoV-2 est vecteur de contamination. Alors, le SARS-CoV-2 fait une taille entre 80 et 160 nanomètres, ce qui représente environ 0,1 micromètre. À titre de comparaison, on parle souvent lors de pics de pollution des PM. Alors, PM10, le pollen, c'est-à-dire particules ayant une taille moyenne de 10 micromètres. Donc, quand on regarde cette comparaison, le coronavirus est en moyenne 100 fois plus petit qu'une particule de pollen et 10 fois plus petit qu'une particule de gaz d'échappement ou d'autres virus. Je vais vous passer maintenant une vidéo modélisant les différentes tailles de gouttelettes et leur propagation dans une pièce. Alors, vous allez avoir ici une personne infectée qui va émettre une toux. Voilà. Vous avez donc les particules émises qui apparaissent en différentes couleurs. On voit tout de suite les grosses particules en jaune qui vont aller atteindre les premières personnes proches de la personne infectée. Donc, on voit voilà, que les gouttelettes les plus grosses ont tendance à tomber très rapidement au sol, alors que les gouttelettes plus fines, représentées avec des couleurs chaudes comme le rouge, vont rester en suspension. Alors là, on est déjà de l'ordre de 1 minute. On a toujours en suspension des particules fines ou aérosols et des grosses particules. On va maintenant se baser un petit peu plus spécifiquement sur ces fines particules, donc tout ce qui est particules aérosols. On voit qu'elles ont tendance à rester quand même assez longtemps en suspension dans l'air. Elles vont même aller se disperser dans la pièce et contaminer les personnes qui pourtant étaient éloignées. Donc pourquoi cette vidéo? Cette vidéo est tout simplement pour vous montrer l'intérêt d'une ventilation dans une pièce, car là, au bout de 20 minutes, on a toujours présence de particules virales. Seule la ventilation permettrait de les éliminer. Donc maintenant, vous avez différentes courbes de vecteurs, donc le vecteur parole, toux et éternuement en fonction des dimensions de particules en micromètres et du nombre de particules. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en moyenne, les particules tournent toujours aux alentours de 10 micromètres, qu'on soit sur la parole, la toux, les éternuements. Ce qui va varier, c'est l'intensité, mais surtout le nombre de particules émises. Donc pour la parole, au maximum, nous sommes à 100 particules. Pour la toux, on va être à 1000 et pour les éternuements, nous allons être à 100 000. Donc voilà, les tailles de particules resteront à peu près toujours les mêmes, ce qui va être important à la fin au niveau de la filtration. Les intensités et le nombre de particules, elles, vont évoluer en fonction du vecteur. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue. Bonjour à toutes et à tous, Grégory Jeanne, infirmier en santé-travail, en transition avec la vidéo que vous venez de regarder avec ma collègue. On distingue deux types de gouttelettes, donc les grosses et les petites gouttelettes. Les grosses gouttelettes supérieures à 10 microns sont formées principalement par la toux et les éternuements. Elles ne restent pas en suspension dans l'air très longtemps. Elles sont libérées jusqu'à 1 à 2 mètres de la personne infectée et elles restent actives jusqu'à 5 jours sur une surface. Les petites gouttelettes, donc inférieures à 10 microns, formées par la toux, les éternuements et la conversation. Elles peuvent rester des heures dans l'air. Elles sont transportées sur de longues distances grâce aux polluants intérieurs de type tabac, détergent, poussière, pollen, cheveux, poils, etc. Également la possibilité de les retrouver dans les conduits de ventilation
Elle reste active 3 heures dans l'air intérieur et jusqu'à 5 jours sur une surface. Par contact indirect, transmission des surfaces contaminées vers les mains puis vers la bouche, le nez ou les muqueuses oculaires. Vous avez ici un schéma qui représente une personne infectée émettant du coup un éternuement aboutissant à une transmission de gouttelettes, soit sous forme aérosol, particules aéroportées sur une personne, ou également encore sous forme de gouttelettes, en contact direct, donc manuporté comme on a dit précédemment, ou sur une surface en contact indirect. On a également schématisé à titre d'exemple les sanitaires, qui du coup sont vecteurs de gouttelettes, d'aérosols, en transmission fécale ou orale de type liquide biologique humain. Bonjour à tous, Pierre Juskiewicz, intervenant en prévention des risques professionnels spécialisé dans le risque chimique. À présent, on va aborder une partie un peu plus technique, à savoir la filtration. Il faut savoir que la classification des filtres peut se diviser en 4 grandes familles. Tout d'abord, les filtres à moyenne efficacité, qui sont plutôt des filtres grossiers ou des pré-filtres, qui vont permettre de filtrer les grosses particules, surtout avec un diamètre supérieur à 5 micromètres. Ces filtres sont inefficaces sur les aérosols atmosphériques, c'est-à-dire qui ont un diamètre inférieur à 1 micromètre, dont fait partie la COVID-19. On retrouve également des filtres à haute efficacité, qui sont des filtres fins, qui eux vont être efficaces vis-à-vis des aérosols atmosphériques. À un niveau encore plus important, on va retrouver les filtres à très haute efficacité, à savoir les filtres HEPA, qui vont être efficaces contre les particules atmosphériques, les filtres HEPA avec un H, qui eux vont être très efficaces contre les particules atmosphériques, et les filtres ULPA, qui vont permettre une très faible pénétration des petites particules dans les locaux de travail. Ce sont souvent ces filtres-là qui équipent les entreprises tertiaires. Au niveau des industries chimiques, on va surtout retrouver des filtrations moléculaires, c'est-à-dire des filtres qui vont permettre d'éliminer les gaz par différents types de mécanismes, comme l'absorption ou la photocatalyse. Sur ce tableau, vous pouvez vous apercevoir que les gouttelettes vont être surtout filtrées par les filtres de type M7, F8 ou F9, qui vont filtrer au minimum 50% des particules qui vont être émises par les éternuements ou par la toux. Au niveau du SARS-CoV-2, qui a une taille d'environ 0,1 micromètre, on va s'intéresser à des filtres du type EPA ou EPA avec un H, E10, H13, H14, qui vont avoir un niveau d'efficacité d'au minimum 92%, et cela va monter jusqu'à 99,997%. Il faut savoir que les filtres EPA et même certains filtres un peu moins performants comme les filtres EPA de type E12 ont des performances en filtration largement supérieures aux filtres utilisés par la profession médicale avec les masques respiratoires de type FFP2, qui eux vont filtrer 94% des particules. Et donc tous les repassants dans le filtre vont être filtrés. Nous allons à présent passer au chapitre de la ventilation. On va tout d'abord expliquer la différence entre la ventilation et la climatisation. La ventilation va permettre l'apport d'air neuf dans une pièce et l'extraction de l'air pollué. La climatisation, quant à elle, sur le fond, a le même fonctionnement que la ventilation, mais va en plus permettre de gérer la température et le taux d'hygrométrie dans la pièce. Au niveau de l'aération, il faut savoir que le Code du travail précise que dans les locaux où les salariés sont amenés à séjourner du fait de leur travail, l'air doit être renouvelé afin d'éviter une élévation exagérée de la température, la présence d'odeurs ou bien les condensations. Pour ce faire, on peut provoquer une aération par l'ouverture des ouvrants, et notamment les fenêtres, ou bien une ventilation naturelle par l'intermédiaire de grilles d'aération que l'on trouve souvent dans les murs. Au niveau mécanique, on peut distinguer 3 situations. D'une part, la ventilation simple flux. Dans ce système, l'air neuf va être apporté par les ouvrants, et donc ça sera de l'air naturel. Celui-ci sera extrait via une ventilation mécanique. Une ventilation double flux sera identique à une ventilation simple flux, si ce n'est que l'apport d'air neuf se fera de manière mécanique, et donc l'extraction également. Enfin, on va retrouver la centrale de traitement d'air, où on aura toujours un apport d'air neuf et une extraction de l'air pollué. Toutefois, au niveau de l'extraction de l'air pollué, une partie pourra être réinjectée dans le réseau d'air neuf pour être réutilisée. Et donc, c'est cet apport d'air neuf qui, en fonction du souhait des salariés, s'ils veulent de l'air plus chaud ou de l'air plus frais, sera réchauffé ou refroidi au niveau de la centrale de traitement d'air. Il est indispensable en toutes circonstances de maintenir une aération ou une ventilation des locaux. Pour ce faire,
il faudra vérifier le bon fonctionnement des orifices d'entrée et de sortie d'air, et notamment le fait que ceux-ci ne soient pas obstrués. Il faudra également vérifier le bon fonctionnement du groupe motoventilateur de la VMC. Réglementairement, il faut prévoir une maintenance et une vérification annuelle de ce système. Très important au niveau des locaux, une aération régulière par l'ouverture en grand des ouvrants, 2 à 3 fois par jour, entre 10 et 15 minutes, pour permettre un renouvellement de l'air des locaux et aussi un rafraîchissement. Enfin, surtout, ne pas oublier l'aération pendant et après les opérations de nettoyage ou de désinfection pour éliminer la plus grande proportion de particules chimiques qui se retrouvera dans l'atmosphère de travail. On va s'attarder un petit peu sur les ventilateurs mécaniques. On sait qu'actuellement, on va atteindre des températures de plus en plus chaudes. Il faut savoir que les ventilateurs mécaniques permettent de rafraîchir les personnes, mais ne remplacent pas une climatisation. En effet, ils vont surtout brasser l'air qui se trouve déjà dans la pièce. Du coup, en cas de présence d'une personne infectée par le SARS-CoV-2, ces ventilateurs mécaniques vont rendre la charge virale beaucoup plus homogène dans toute la pièce et donc potentiellement contaminer les autres personnes présentes. Comment? Tout simplement en projetant des gouttelettes respiratoires émises par les personnes sur des distances plus ou moins longues, mais on sera bien au-delà des distanciations sociales, des 1 mètre, et donc de ce fait, ces distanciations sociales seront donc inopérantes. Il est donc recommandé de ne pas utiliser de ventilateur collectif, sauf si les conditions de température dans les locaux sont vraiment inacceptables. Pour ce faire, on devra utiliser une vitesse minimale au niveau de ces ventilateurs, les positionner, quand c'est possible, au plus près des salariés, assurer, toujours si c'est possible, une distance la plus importante possible entre les salariés, voire à utiliser des écrans physiques pour couper toute diffusion de la charge virale. Un ventilateur individuel pour une personne seule dans une pièce ne pose pas du tout de problème, si ce n'est qu'il doit être arrêté en cas d'entrée dans la pièce d'une tierce personne. Un petit mot sur les brumisateurs pour se rafraîchir. Il faut savoir que les brumisateurs augmentent l'humidité relative de la pièce et débarrassent l'air des petites particules. En effet, celles-ci vont se fixer aux gouttelettes d'eau et vont donc tomber plus rapidement sur le sol. En extérieur, les brumisateurs vont permettre une dilution des gouttelettes émises lors de la parole, de la toux ou des éternuements, toujours selon le même processus. Il faut impérativement s'assurer que l'eau présente dans les brumisateurs est sanitairement correcte et donc éviter aussi toute la stagnation dans les canalisations. Il est impératif de proscrire les brumisateurs de type 3. Ce sont des brumisateurs du type ascendant, c'est-à-dire qu'il va y avoir une projection du vertical du bas vers le haut d'eau qui va avoir tendance à remettre en suspension les particules virales et donc propager l'éventuelle contamination. Au niveau de la VMC, donc la ventilation mécanique centralisée, à simple flux, étant donné qu'il s'agit principalement d'une extraction mécanique, le risque de contamination va être relativement faible. Par contre, au niveau de la VMC double flux, arrivée d'air mécanique, extraction mécanique, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de récupération de chaleur entre l'air qui sort et l'air qui entre. En effet, s'il y a un échange d'air entre les deux, on va malheureusement recontaminer les locaux avec la charge virale. Donc, de ce fait, il est impératif de s'assurer qu'il n'y a aucune récupération de chaleur avec contact. Il est également recommandé d'utiliser au moins un filtre F7 afin de filtrer l'air qui va être réinjecté. On va trouver 2 types de systèmes de ventilation. D'une part, la ventilation dite naturelle, qui va être assurée par l'ouvrant ou les orifices d'entrée et de sortie. Ceux-ci doivent bien sûr être régulièrement nettoyés, ne pas être obstrués et fonctionner correctement. Au niveau de la ventilation mécanique, on va pouvoir activer la ventilation même pendant l'inoccupation des locaux, toujours pour assurer un renouvellement régulier de l'air. La VMC des sanitaires, comme mon collègue l'a évoqué tout à l'heure, devra, elle, fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, car on peut également retrouver des charges virales à ce niveau. Il faudra impérativement arrêter le mode recyclage d'air et fonctionner seulement avec un apport d'air neuf. Comme je l'ai dit tout à l'heure, réglementairement, il faudra nettoyer régulièrement les filtres et les remplacer selon le cahier d'entretien prescrit par le fournisseur. On retrouve également 2 types de climatisation. La climatisation individuelle qui va prélever l'air de la pièce et les restituer à température désirée. Ça sera, comme je vous ai déjà précisé, un brassage de l'air. Donc, elle devrait être utilisée en complément avec une aération et ou une ventilation, qu'elle soit naturelle ou mécanique, pour limiter les problèmes de contamination. Cela permettra d'obtenir un air filtré qui fera baisser significativement la charge virale de la pièce.
On va également retrouver une climatisation collective qui ne devra être utilisée que lorsque c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'on va avoir des températures qui seront très chaudes, voire inacceptables. Toutefois, lors de son utilisation, on devra impérativement mettre le débit de soufflage aussi bas que possible, c'est-à-dire à 0,4 m/s. Le recyclage partiel de l'air devra être limité autant que faire se peut et le système de ventilation devra fonctionner, si possible, sans recyclage d'air, c'est-à-dire privilégier le tout air neuf pour prévenir l'éventuelle recirculation de particules virales dans l'ensemble des locaux. Ne pas oublier, comme j'ai déjà précisé, mais c'est important de le mentionner de nouveau, de pratiquer une aération régulière des espaces clos par l'ouverture des fenêtres au moins 2 à 3 fois par jour pendant environ 10 à 15 minutes. Au niveau de la maintenance globale des unités, que ce soit au niveau de la climatisation individuelle ou de la climatisation collective, il faut s'assurer de la bonne installation des filtres, de l'entretien régulier, du changement régulier et également du nettoyage. Généralement, les installations de ventilation et de climatisation possèdent des fils qui sont inefficaces contre les virus. Si toutefois vous envisagez de changer ces filtres-là, il faut bien sûr que cela soit réalisé en accord avec les préconisations du fournisseur. Toutefois, on peut préciser que les installations ne sont pas forcément dimensionnées pour recevoir des filtres EPA. On peut donc continuer avec les fils qui sont déjà installés sur les systèmes de climatisation en assurant à côté une ventilation naturelle des locaux. Pour récapituler, au niveau des recommandations pratiques, bien sûr, accroître l'amener et l'extraction d'air au moins 2 heures avant la durée d'utilisation du bâtiment et jusqu'à 2 heures après, pour permettre vraiment globalement un gros renouvellement de l'air. Il est aussi conseillé, quand c'est possible, une ventilation permanente de ces locaux, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut bien sûr abaisser le débit lors des périodes d'inoccupation. Au niveau de la gestion des systèmes hydrauliques en période de Covid-19, il faudra favoriser le renouvellement de l'air pour diluer la présence des particules virales et limiter le brassage de l'air pour limiter autant que faire se peut la dispersion du virus. Favoriser l'aération par l'ouverture des fenêtres, même en cas de ventilation mécanique. Au niveau de l'humidification et du conditionnement d'air, on peut penser qu'en agissant sur l'humidité ou sur la température, ça aura un effet sur le virus, ce qui est faux, parce qu'il faudrait un taux d'humidité de 80% et une température supérieure à 30 degrés pour qu'il y ait un effet sensible. Aucun humain ne pourrait tenir dans de telles conditions, d'autant plus que ça ne réduirait pas la viabilité du virus. Au niveau du système de récupération de chaleur, les particules chargées en virus peuvent être réintroduites dans le bâtiment. Voilà, mais il faut se dire que c'est à proscrire et qu'il faut fonctionner en tout air neuf. C'est pour cela qu'il faut désactiver la recirculation d'air. Au niveau de la centrale de traitement d'air, qui sont équipées d'un dispositif de recirculation d'air, il faudra fermer les volets de recirculation ou alors les ouvrir seulement si ces sections de recirculation disposent de filtres EPA. Enfin, au niveau du nettoyage des conduits, inutile d'en faire plus si les recommandations générales sont mises en pratique. Et il faudra bien entendu suivre, comme tout au long de l'année, même en période hors Covid-19, les procédures normales de maintenance et de nettoyage. Nous allons donc maintenant parler des épurateurs d'air. Donc, on a vu dernièrement fleurir plusieurs types d'épurateurs d'air. Vous avez les épurateurs nouvelle génération. Alors, de façon générale, les données scientifiques disponibles ne permettent pas de montrer une efficacité ou une innocuité réelle de ces dispositifs d'épuration d'air intérieur, notamment pour ceux qui fonctionnent sur les principes de catalyse, photocatalyse, plasma, ozonation ou ionisation. Vous avez également les types d'épurateurs d'air avec filtre. Alors, en termes de Covid-19, surtout, n'utilisez pas de purificateur d'air à moins d'être sûr qu'il possède un filtre de type EPA. Alors, comment être sûr qu'il possède ce type de filtre? Les épurateurs d'air à filtre possèdent une certification, la norme NF 536. L'information du filtre sera forcément indiquée dessus. Donc, n'hésitez pas à regarder cette norme. On voit de plus en plus apparaître des nouveaux épurateurs type UV. Alors, l'efficacité des lampes UV sur les virus, elle a été démontrée depuis un certain temps. À ce jour, on n'a pas pu montrer de façon spécifique l'efficacité de l'UV sur le coronavirus. Par contre, on sait qu'il y a vraiment une efficacité sur d'autres types de virus, également des coronavirus. Donc, on peut supputer qu'effectivement, il peut y avoir un effet sur la Covid-19. Vous avez l'exemple en bas du terminal 2 de l'aéroport de Nice où un robot muni de lampes UV a été utilisé pour la désinfection. Je vais repasser la main à mon collègue pour les recommandations pratiques. Quelques recommandations pratiques. En résumé des mesures pratiques,
il est important d'assurer la ventilation d'une pièce avec de l'air extérieur. Basculer la ventilation à la vitesse nominale 2 heures avant l'utilisation du bâtiment et jusqu'à 2 heures après. Ne pas désactiver la ventilation le soir et le week-end, mais la mettre en vitesse réduite. Assurer une aération régulière par les fenêtres. Garder la ventilation des toilettes en fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Éviter les fenêtres ouvertes dans les toilettes pour assurer un bon sens du flux d'air. Activer la chasse d'eau des toilettes avec l'abattant fermé. Basculer les CTA avec recirculation à 100% d'air neuf et respecter les conditions de maintenance et d'entretien habituelles. SARS-CoV-2 et canicule. Assurer une aération régulière par les fenêtres lorsque la température extérieure est inférieure à la température intérieure. Mettre à disposition des points d'eau type fontaine à eau si les mesures d'hygiène et de distance peuvent être maintenues. Déclenchement avec des boutons pressoirs, coude ou pied. Désinfection avant et après manipulation. Concernant les VMC, garantir le bon entretien des systèmes et des filtres, vérifier les orifices d'entrée et de sortie d'air, s'assurer de leur propreté et ouverture. Vérifier l'origine de l'air injecté et réduire le recyclage autant que possible. Diminuer le débit d'air afin de limiter la propagation de gouttelettes. Ventilateur. Uniquement dans les bureaux seuls, ne pas orienter le flux vers des tierces personnes. Concernant la climatisation, vérifier la maintenance et le bon fonctionnement du système. Si recyclage de l'air, les filtres doivent être efficaces dans la rétention du SARS-CoV-2 et pas avec un H. Diminuer le débit d'air à 0,4 m/s afin de limiter la propagation de gouttelettes. Nous vous remercions pour votre attention. Pour toute question, n'hésitez pas à nous écrire à iprp@sistel.asso.fr.